Sud Radio. Seul contre tous. Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie, comment ça va ce matin ? Et comment ça va Sophie ? Ça fait plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir aussi, bravo, vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes en forme. Exactement. Et vous au moins vous avez une belle chemise, ça fait plaisir. Le petit clin d'œil à l'absent quand même. Le clin d'œil au grand absent, à Philippe David qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Vous savez que les absents ont toujours tort, c'est bien connu. Exactement. Alors Seul contre tous, c'est jusqu'à 11h en direct et voici le sujet, vous avez pris position et vous dites la loi de moralisation de la vie publique, c'est déjà ça. Oui. C'est déjà ça, c'est ce que vous nous dites, vous nous le dites jusqu'à 11h et au 0826 300 300 au sudradio.fr, vous exprimez et Jean-Marie, on vous retrouve avec vos invités. Et oui, c'était le premier grand chantier de la nouvelle majorité. Vous savez, la loi de confiance dans la vie politique, ça c'est son vrai nom. Alors les députés l'ont voté vendredi soir, les sénateurs ont voté leur propre version. Si les deux se mettent d'accord mardi, et cette semaine, première promesse tenue. Beaucoup de Français trouvent que ça ne suffit pas. C'est le cas de mes invités, vous le verrez tout à l'heure. Eh bien moi, seul contre tous aujourd'hui, je vous le dis, cette loi de moralisation, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? D'abord les parlementaires et les exécutifs locaux. Et les ministres ne pourront plus embaucher un membre de leur famille. Ça veut dire bye bye les affaires Pénélope. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète. Loi de moralisation, écoutez, c'est déjà ça. Autre serpent de mer qui va disparaître, la réserve parlementaire. Cette espèce d'enveloppe d'argent que des députés, des sénateurs pouvaient distribuer à leur convenance. Ça aussi, ça va être terminé. C'est pour ça que seul contre tous, je vous le dis, loi de moralisation, c'est déjà ça. Pour réagir et passer en direct sur l'antenne avec nous, 0826 300 300, le standard de Sud Radio et sudradio.fr. Alors évidemment, mes deux invités ne sont pas d'accord. Vous connaissez le principe de seul contre tous, ça n'a pas changé. On accueille Philippe Pasco. Alors lui, c'est l'auteur de plusieurs best-sellers, Délit d'élu, pilleur d'État, ça c'est chez Max Milo. Son dernier livre, allez presque tous vous faire. Point de suspension, on s'arrête là. 5 points de suspension, on a compris le message. Toujours chez Max Milo, ancien politique aussi, ex-conseiller régional. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. On accueille également Jean-Luc Touly, homme politique, écrivain français, auteur des Recasés de la République, c'est publié chez First, et de L'argent noir des syndicats, publié chez Fayard. Bonjour Jean-Luc Touly. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vais commencer par vous. Écoutez, moi je trouve qu'on est très dur avec cette loi de moralisation de la vie publique. Je trouve que c'est un bon pas en avant. Qu'est-ce qui vous manque ? Il manque plein de choses. Ouais. Le fameux casier vierge, nous, au niveau de notre association, le FRIC, le Fonds républicain d'intervention contre la corruption, à partir du moment où on a été condamné pendant l'exercice de son mandat, c'est l'éligibilité à vie. Il n'y a pas le cumul de fonctions. Il y a beaucoup de syndicats intercommunaux où on retrouve beaucoup de parlementaires. Il n'y a pas suffisamment de choses sur le conflit d'intérêts, puisque un député qui aurait été conseil à plus d'un an auparavant, avant son élection, pour continuer. Nous, on considère que ça doit être interdit, donc tout ce qu'on appelle le lobbying. On souhaiterait aussi, au niveau des notes de frais, la fameuse IRFM, que ces notes de frais ne soient pas vérifiées simplement par le bureau de l'Assemblée, donc entre soi, mais par une commission indépendante. Il n'y a rien également sur les commissions parlementaires où on a vu sur la question des financements des syndicats en 2011 que le rapport Perruchot, du fait d'un vote quasiment unanime entre la droite et la gauche, ce rapport n'a pas été publié. Donc il y a un certain nombre de choses qui manquent pour que la transparence, la probité soit vraiment au rendez-vous. Oui, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu dur. Vous vous obstinez, Jean-Luc Touly, si je peux me permettre, à regarder le verre à moitié vide. Alors je vais me tourner vers Philippe Pasco, qui est à peu près sur la même longueur d'onde que vous. Oui, Pierre-Alexandre, le verre n'est pas à moitié vide. Il y a une goutte d'eau qui a été mise dans le verre, mais c'est tout, faut arrêter. Je confirme ce qu'a dit Jean-Luc. Par exemple, sur le conflit d'intérêts. Ils ont même renforcé la loi, ces braves gens. C'est-à-dire que maintenant, c'est 1 an, mais en plus, on ne publie plus le nom des gens qui travaillent sur ces conseils. Donc on garde les gardes secrets. Donc c'est une folie. On interdit aux collaborateurs d'être payés par des lobbies, mais on n'interdit pas aux parlementaires d'être payés par des lobbies. La loi qu'ils ont faite, je vais être très simple, on passe un coup de peinture blanche sur des murs moisis. Pour l'instant, on voit du blanc, mais le moisi va remonter. C'est encore le verre à moitié vide. Non, il n'est pas à moitié vide. Ouais. Il est quasiment pas rempli. Et regardez, qu'est-ce qui a pourri notre élection présidentielle ? L'affaire des assistants parlementaires. Mais arrêtez. Pas que, il y a eu le Front National aussi, les assistants parlementaires. Pierre-Alexandre, on empêche les femmes et les enfants de travailler, mais on n'empêche pas aux maîtresses et aux amants de travailler. Ça veut dire quoi ? On n'a pas du tout travaillé sur l'emploi fictif. On a travaillé sur le fait que quelqu'un ne peut plus travailler avec sa femme et son fils. Et si elle travaille, sa femme ? Et s'il travaille, son fils ? Pourquoi on les empêche de bosser ? Alors là, c'est complètement Là, vous les défendez. Vous trouvez que c'est normal ? Arrêtez de dire que je défends, je ne défends pas. Si. Je pose la question.
Si votre femme et votre enfant travaillent, pourquoi vous les empêchez ? C'est discriminatoire ce qu'ils ont fait. Par contre, on ne s'est pas occupé du profil, on ne s'est pas occupé des compétences. Ça, c'était du courage politique. Ça, c'était du vrai courage politique. Oui, mais moi je trouve quand même que vous êtes un élu de la nation. Écoutez, c'est très bien si vous donnez leur chance aussi à tous les citoyens, si vous ne regardez pas d'abord dans votre propre famille. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et honnêtement, cette campagne présidentielle, tout le monde a dit qu'elle était chamboule tout. C'était un cauchemar, très marketing. Une affaire un jour, une affaire 2 jours, une affaire 3 jours. On a eu un feuilleton d'affaires. Et honnêtement, on se débarrasse de ces emplois familiaux. C'est une très bonne chose. Non. Pourquoi pas ? Parce que ça sert à rien. Vous avez envie de travailler avec votre famille, vous ? Mais vous voulez travailler, vous ne faites confiance qu'avec votre mais famille ? ce n'est pas le problème. Pourquoi pas ? Arrêtez de parler de faux problèmes, Jean-Marie. C'est pas le problème ? Non. Je vais vous dire pourquoi c'est le problème. Moi, quand je voyais des hommes politiques qui embauchaient leur famille, ce qui me choque pas plus que ça, je peux comprendre Merci. qu'on fasse travailler sa famille. La seule différence, c'est que quand vous êtes un homme politique et que vous embauchez votre femme, votre fils ou n'importe qui, c'est pas votre argent qui paye. Votre femme ou votre fils. C'est l'argent des Français. Mais Jean-Marie, alors que on quand va vous pas êtes passer 2 heures un chef là-dessus. d'entreprise qui embauche sa femme, oui, mais il le paye avec son propre argent. Mais pourquoi il paierait pas sa femme si elle est compétente, si elle travaille ? Parce que c'est pas son argent. J'en veux pas à Monsieur Barthelone d'avoir travaillé avec sa secrétaire et de l'avoir épousé par la suite. Et à François Fillon ? Qu'est-ce qui va ? Mais j'en veux à François Fillon, pas sur sa femme. J'en veux sur l'emploi fictif. Arrêtez de mettre les problèmes là où ils sont pas. Qui est pas encore. Attention, quand on dit. Soupçon d'emploi fictif, c'est important. Présomption concomitante, etc. Mais on a bossé sur l'emploi. Aujourd'hui, on va pouvoir continuer à avoir des emplois fictifs. Ça, sauf que ça sera plus. C'était déjà interdit. Sauf que ça l'est toujours. Sauf que ça ne sera plus sa femme et son fils. Voilà. Oui. Donc ça va être sa maîtresse, ça va être son amant, ça va être le député A qu'embauche la femme du député B et le député B qu'embauche le fils du député A. On n'a pas changé le problème. Une seule chose, Philippe Pasco, qui a quand même changé et qui va changer dans cette loi, si tout le monde se met d'accord, c'est que malgré tout, sur les fameux conjoints, ce qu'on appelle les emplois familiaux, un député, normalement, ne pourra plus embaucher que ce soit sa femme ou son mari. Je ne vais pas parler de ça pendant 2 heures parce que ça n'a aucun intérêt. Son paxé, ou alors son concubin ou sa concubine. Allez, Jean-Marie, je vais en parler. Par contre, dans la loi de moralisation, parlons de choses sérieuses. Parce que ça, à la limite, c'est un épiphénomène. Oui, c'est ce qui a pourri toute notre élection. Oui, mais on est d'accord, ça c'est les médias, c'est un autre problème, et c'est ce dont les gens parlent. Le verrou de Bercy, ils l'ont rétabli. Mais c'est une honte. Expliquez, tiens. Dans la moralisation. Le verrou de Bercy, ça permet à des gros fraudeurs de fraude fiscale de passer à travers les poursuites pénales parce qu'il faut l'autorisation du ministre qui ne la donne pas quand c'est des gros fraudeurs. Et vous reprochez du coup à cette loi de renforcer. Pourquoi un petit fraudeur sera poursuivi pénalement et un gros fraudeur pourra négocier pécuniairement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont remis une loi qui est complètement inique par rapport à tout le monde. C'est du réalisme aussi. Comment c'est du réalisme ? C'est très simple. Un petit fraudeur, de toute façon, ça ne fait quasiment pas de différence dans les caisses de l'État. Si un gros fraudeur se fait pincer, il y a une somme tellement énorme que Jean-Marie, vous êtes en train de dire des conneries. Oui, pourquoi pas. Oui, et l'éthique, vous en faites quoi ? Parce que si vous êtes un gros fraudeur, vous avez le droit. Si vous êtes un gros fraudeur, parce que vous pouvez payer, vous avez le droit de ne pas être poursuivi pénalement. Je croyais que tout le monde était égaux devant la loi. Je vais me retourner vers Jean-Luc Touly, mais je reviendrai avec vous. Mais n'hésitez pas, je ne vais pas vous laisser là. Restez bien à côté de moi. Jean-Luc Touly, le verrou de Bercy aussi, c'est ça vous trouvez aussi que c'est une des grosses faiblesses de cette loi ? Ah oui, c'est une véritable honte. Merci Jean-Louis. Que Bercy soit une sorte de filtre justement pour les gros fraudeurs. Je suis malheureusement, par rapport à vous, tout à fait d'accord avec Philippe. Mais il y a aussi... Vous êtes là pour ça, vous savez, Jean-Luc Touly. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi... c'est pas parce que j'écris les requêtes de la République, mais quand on voit que ça continue du temps de notre nouveau président, la nomination, par exemple, de Ségolène Royal comme ambassadrice du pôle Nord et du pôle Sud. Et Harlem Désir, Jean-Louis. Ou Harlem Désir, etc. Tout ça est quand même très embêtant. Et ça, c'est quand même autre chose. Écoutez, c'est une question de carrière. On parle de moralisation, Jean-Marie. Ce sont des représentants français. Vous parlez notamment de Ségolène Royal, qui est nommée ambassadrice. Vous parlez d'Harlem Désir, l'ancien ministre des Affaires européennes, qui lui va aller dans les institutions de l'ONU. Ce sont des nominations. On n'est pas en train de parler de morale. Mais c'est pas de la moralisation. Et parlez-en à tous les gens qui sont licenciés aujourd'hui, qui eux se retrouvent sur le marché du travail. Quel est votre problème ? Mais mon problème, c'est que ces gens-là, ils ont plus de travail, on leur retrouve tout de suite uniquement par le fait du prince. Donc dans ce cas-là, il y a du chômage en France, on doit mettre au chômage tous les hommes politiques. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils commencent par chercher du boulot. Mais alors, ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont pas trouvé, on leur a donné. Qu'est-ce que vous en savez ? Mais arrêtez, Jean-Marie. Vous êtes de très mauvaise foi, jeune homme. Oh, je suis de mauvaise foi. Très mauvaise foi. Oh là là. Jean-Luc Touly.
au lieu de faire des nominations comme ça, qui ressemblent à celles de Sarkozy et de François Hollande, faisons un statut de l'élu, qui permettrait justement que ça soit une personnalité connue ou moins connue, lorsque son mandat se termine, d'ailleurs 3 mandats, ça me semble beaucoup trop important, quelque part de se refaire. Parce que quand on a une profession, on quitte sa profession souvent pour un mandat de député par exemple, donc il serait normal qu'à la fin de son mandat, il puisse retrouver un travail, pas simplement dans la fonction publique, mais aussi dans le secteur privé, de telle façon que les choses soient claires. Mais qu'est-ce que vous allez leur dire, Jean-Luc Touly, une fois qu'ils reviendront du secteur privé ? Imaginons, un député est battu aux législatives, ça arrive à tout le monde, ça arrive à beaucoup de monde cette année. Il se remet à travailler dans le secteur privé. Imaginons qu'il soit réélu 5 ans plus tard. Vous allez dire quoi ? Mais attendez, il a travaillé dans le privé, si ça se trouve, il défend des intérêts privés, on n'en sort jamais. Mais quand on appelle le secteur privé, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur privé, mais par exemple ceux qui ont été élus députés de la République En Marche, quand vous regardez un peu leur CV, pour une partie d'entre eux importante, c'est des gens quand même qui occupent des postes extrêmement importants dans le secteur agroalimentaire, de la banque, de différents secteurs qui effectivement sont soumis souvent aux marchés publics locaux. Non, donc ça, c'est un souci. Par exemple, moi j'ai un exemple, la directrice commerciale de Veolia a été directrice de campagne à la fois de Nicolas Sarkozy et de Bruno Le Maire aux primaires. Elle n'a même pas démissionné de son mandat dans le secteur privé, vous voyez, et elle utilise à la fois le côté politique et le côté influence dans le secteur privé. Ça, c'est des mélanges de genres qui devraient être interdits. Et directeur de campagne, honnêtement, si je peux me permettre, Jean-Luc Touly, mais on reviendra avec vous dans quelques instants. Non, mais directeur de campagne n'est pas élu, vous êtes choisi. C'est pour ça que je vais vous dire, vous êtes nommé. Bon, restez avec nous, vous êtes dans Seul contre tous, c'est la loi de moralisation de la vie publique dont on parle, et moi je vous dis que c'est déjà ça. Voilà, 0826 300 300, et c'est jusqu'à 11h sur Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. Jean-Marie Bordry. Merci de nous rejoindre, merci de rester avec nous jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio. Seul contre tous, une prise de position de Jean-Marie Bordry ce matin à propos de la loi de moralisation de la vie publique. C'est déjà ça, et sur sudradio.fr, il y a un sondage, bien sûr, une consultation qui est mise en ligne sur laquelle vous pouvez apporter votre voix. 86% d'accord avec vous, Jean-Marie, c'est pas Sans mal. Blague, vous Sans voyez, blague, il est content. Hein. Il y a que mes invités en fait qui sont des esprits chagrins et les 14% de supporters qui leur restent sur sudradio.fr. C'est quoi, c'est un sondage Ipsos ? Non, pas du tout, c'est un sondage Sud Radio. C'est une consultation, c'est pas un sondage, c'est une consultation. 86% des gens qui sont d'accord avec la loi de moralisation, que c'est vachement bien. Ils sont d'accord avec moi pour dire que c'est déjà ça. Combien vous les avez payés, Jean-Marie ? Rien du tout. On est très moraux aussi, nous, sur Sud Radio. On n'a pas eu besoin de loi pour le devenir. Vous êtes encore une des rares radios à dire des vérités. Oui, il faut continuer comme ça. Yannick, au téléphone, ne s'y trompe pas, puisqu'il écoute Sud Radio et il veut participer au débat au 0826 300 300. Vous nous appelez de Rogne, exactement. Est-ce que je prononce bien le mot ou pas ? Le nom ? Bonjour. Oui. Bon, alors tout va bien, Yannick. Bonjour Yannick et bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour à tous. Mais merci d'intervenir dans Seul contre tous. D'abord, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord quand je dis que la loi de moralisation de la vie publique, écoutez, c'est déjà ça quand même ? Alors, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait, même s'il y a quelques petites avancées peut-être, la plupart des trucs qui étaient intéressants, comme par exemple le casier judiciaire vierge a été squeezé, puisqu'en fait les députés de la République En Marche arrière ont envie de dire non, c'est peut-être pas légal, alors nous on va l'enlever, alors que je rappelle qu'il y a un comité qui est chargé de ça, donc ils ont outrepassé leurs droits. Et le vote blanc, pareil, ils l'ont squeezé. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui étaient vraiment importants, et dont certains des éléments de campagne de Macron qui ont été enlevés lamentablement et très rapidement, je trouve. Mais vous êtes pas très macroniste, si je peux me permettre aussi, Yannick. Alors moi, je suis zéro homme politique. Voilà, moi je suis ni droite ni gauche, ni extrême droite ni extrême gauche. Moi, je suis pour ce qu'on essaie de faire quelque chose de correct. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'état d'âme. Si le mec fait quelque chose de bien, qu'il est de gauche, de droite ou d'extrême droite, je dis c'est bien. Oui, voilà. Vous prenez ce que vous trouvez, si j'ai bien compris, Yannick. Et là, vous trouvez que, écoutez, il en manque beaucoup des choses qui vous auraient plu dans la loi de moralisation de la vie publique. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous aujourd'hui, Yannick, mais votre avis est enregistré. Je vous remercie d'être intervenu sur Sud Radio. Ce que je voulais juste rajouter un petit truc, c'est quand je vous entends parler de dire que c'est pas un problème d'éthique quand on nomme des gens, par exemple, comme Ségolène Royal et tout, à des postes qui sont des postes fictifs pour moi. Mais non, c'est pas un poste fictif, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je suis désolé, mais seulement un ambassadeur thématique du pôle Nord et du pôle Sud, c'est comme un préfet hors sol.
C'est un joli titre. C'est comme dans les conseils généraux, quand on entend qu'il y a un mec qui est un directeur des arbres. Ouais, oui, c'est vrai. Pour faire venir leurs collègues. Alors ça sonne très bien votre argument, si je peux me permettre, Yannick, mais je suis encore moins d'accord avec vous là-dessus. Je m'en expliquerai juste après. En tout cas, merci Yannick d'être intervenu sur Sud Radio. 0826 300 300, le standard, avec beaucoup d'appels, et David qui nous appelle de Bordeaux, qui veut participer au débat. Bonjour, bienvenue dans Seul contre tous. Bonjour David. Bonjour à vous trois et à nous tous, exactement, et à vous tous qui écoutez Sud Radio. Bonjour. Alors David, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis dans Seul contre tous, écoutez, que la loi de moralisation de la vie publique, c'est déjà une bonne chose de fait, c'est déjà ça? Oui, c'est un pas, mais je suis quand même pas d'accord dans le... Enfin, je trouve qu'on prend le siège par le mauvais bout. Ah. Alors, prenez-le par le bon bout, montrez-moi. Je m'explique. L'histoire de ne pas pouvoir employer un parent comme attaché parlementaire, pour moi, si la personne est compétente, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, parce qu'effectivement, comme il a été dit d'ailleurs, par Philippe Pasco notamment, vous invitez, que on pouvait très bien faire des emplois fictifs avec des personnes étrangères. Oui, mais ça n'empêchait rien. Voilà. Alors, par contre, qu'on contrôle la compétence et l'efficience de ces gens-là, oui. Alors, il y a une chose aussi que je voulais dire. C'est, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est la première fois que je l'entends dire et écrire, c'est qu'on devrait interdire l'éligibilité à vie des personnes qui ont été condamnées. De même qu'un agent de la force publique, un gendarme, policier, peu importe, qui a commis une bavure, au lieu de tuer quelqu'un... oui. Bon, là, vous allez dans des détails, si je peux me permettre, David. Mais ce que vous voulez dire, c'est que normalement, un élu qui a commis un écart, notamment avec la loi, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, David, un élu qui a été condamné ou qui a commis quelque chose avant d'être élu devrait plus du tout pouvoir être élu. Bon, c'est pas dans la loi, on est bien d'accord, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on n'ait pas instauré ce casier judiciaire vierge, et je vais m'en expliquer juste après. On verra. Merci en tout cas, David, d'être intervenu sur Sud Radio. Alors, mes deux invités qui ne sont pas d'accord avec moi, évidemment, qui sont Philippe Pasco, l'auteur de Délit d'élu, de pilleurs d'État, de Allez presque tous vous faire point de suspension, publié chez Max Milo. On est également avec Jean-Luc Touly, homme politique, écrivain et auteur, lui, des Recasés de la République et de l'argent noir des syndicats, de livres différents. Je vais me tourner vers Philippe Pasco qui trépigne. Comment on pourrait ne pas être d'accord avec moi? Mais c'est très simple. Écoutez, il suffit de lire ce qu'il y a dans le texte. Il suffit aussi de regarder ce qui est censé manquer. Moi, je trouve que le casier judiciaire vierge dont on parle beaucoup et sur lequel vous avez même fait une pétition, on reviendra dessus, ça aurait été... Non, il ne faut pas revenir dessus, il faut le dire tout de suite. Allez-y, dites-le. Parce qu'après on oublie. C'est sur mesopinions.com, casier judiciaire vierge. On en est à 172 000 signataires qui demandent à ce que pour se présenter à une élection, on ait un casier judiciaire vierge. C'est le b.a.-ba de la moralisation. Et là où c'est vachement marrant, c'est que le père Macron, le petit père Macron, l'a même demandé à ses députés candidats. Et il le refuse pour les autres. Il n'y a pas un malin, je dis et je redis, j'affirme que cette loi-là, qui en plus a été votée en commission, qui en plus a été votée par les députés, c'est monsieur Ferrand, qui a tellement peur d'être condamné pendant son mandat, qui en catimini l'a imposé le lundi soir. Alors ça, c'est votre analyse. C'est pas mon analyse, c'est les faits. Oui. C'est votre analyse. C'est pas mon analyse, c'est les faits. Monsieur Ferrand qui a peur d'être condamné. C'est monsieur Ferrand qui est revenu. Oui, qui a peur d'être condamné. Moi, c'est mon interprétation. Ouais. Mais je vois pas d'autre explication. Qui on cherche à protéger en remettant le non casier judiciaire? Il y a 396 métiers en France, il faut le préciser. Par contre, David, il faut toujours être précis. Un casier judiciaire vierge, chargé, peut être retiré au bout de 3 ans quand c'est le bête 2. Même pour les crimes, on peut retirer de son casier le crime au bout de 40 ans. Une condamnation à vie, aujourd'hui, c'est anticonstitutionnel. C'était d'ailleurs la Mais il y a une 300, qui a motivé 396 métiers où il faut présenter un casier judiciaire vierge. Pourquoi les élus ne le font pas? On est également avec Jean-Luc Touly, homme politique et écrivain. On viendra vers vous, Jean-Luc Touly, dans quelques instants. Restez avec nous. Vous êtes sur Sud Radio, vous écoutez Seul contre tous. Oui, et on parle de la loi de moralisation. Vous nous dites ce matin, Jean-Marie Bordry, de la vie publique. Donc cette moralisation de la vie publique, c'est déjà ça. Sachez quand même que sur sudradio.fr, on est à 50-50. Donc ça a bien baissé. On est à 86%. C'est Philippe Pasco qui a appelé ses amis. Voilà, c'est que vos invités sont très bons, voilà, pour vous contredire. Non, c'est ce que dit Jean-Marie n'est pas bon, c'est tout. Ah, toc, 0826 300 50 à 2 contre 1 quand même. Et sudradio.fr pour apporter votre voix et réagir sur ce qui se passe à l'antenne actuellement. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous.
Jean-Marie Bordry. Jean-Marie Bordry qui, pour ce lundi, pour commencer la semaine, attaque fort avec la loi de moralisation de la vie publique. Il dit bon bah c'est déjà ça. Mais et oui, voilà, écoutez, c'est comme ça. j'ai le droit d'être optimiste. Je reviens de vacances. C'est pas de l'optimisme, c'est de l'obscurantisme. D'accord, non, c'est pas de l'obscurantisme. Si c'était de l'obscurantisme, mon cher Philippe Pasco, qui n'êtes pas d'accord avec moi, je vous aurais pas invité parce qu'un obscurantiste n'est pas tolérant. Alors que là, au contraire, on écoute vos arguments. Juste pour vous dire qu'il y a 50-50, hein, ça n'a pas bougé. Vous continuez à voter, d'accord, pas d'accord. Voilà, vous continuez à voter si vous êtes pour ou contre Jean-Marie Bordry ou pour les invités, vous nous le dites. Sudradio.fr et bien sûr 0826 300 300. Est-ce que vous voulez aller vers votre invité ou on va directement au standard parce que on va commencer par Jean-Luc Touly qui n'a pas parlé depuis un petit moment quand même. Jean-Luc Touly qui est homme politique, écrivain, qui a publié plusieurs livres comme Les Recasés de la République chez First ou L'argent noir des syndicats. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Jean-Luc Touly, c'est pour ça que vous êtes là quand je dis que la loi de moralisation de la vie publique c'est une bonne chose. Revenons sur ce casier judiciaire vierge puisque c'est ce qui émeut le plus l'opinion, le fait que ce soit pas une disposition qui figure dans la loi. Mais écoutez, moi Jean-Luc Touly, je trouve quand même qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Si le peuple a envie de voter pour quelqu'un qui a été condamné avant, le peuple le fait en toute connaissance de cause et le peuple est plus important qu'un juge dans une sur démocratie. Le bulletin de vote dans ces cas-là. Le peuple a voté au niveau des inscrits, donc des 47 millions, à peine, enfin un peu moins de 20%. Oui. Donc, oui, effectivement, il a été élu démocratiquement, mais est-ce qu'il est, représentatif de moins de 20% de la population? Bah oui, et non, donc mais attendez, mais si je peux me permettre, mais si Jean-Luc Touly, j'insiste absolument. Vous dites à partir du moment où un élu condamné a été élu par 20%, il n'est pas légitime. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que personne n'est légitime. Mais vous voulez qu'on abolisse la démocratie sur son bulletin de vote dans ces cas-là? Pas sur cet aspect-là, mais sur l'affaire du casier vierge. À partir du moment, mais Philippe l'a dit, près de 400 professions, et notamment les fonctionnaires. Quand vous êtes fonctionnaire, si vous avez une condamnation même très légère, vous ne pouvez pas rentrer dans cette position-là. Donc pourquoi on ferait une exception pour les élus? Et parce que justement, par définition, ils sont élus et qu'on laisse à l'électeur son libre arbitre. Mais l'électeur n'a pas son libre arbitre. Quand on voit qu'à Levallois, ça fait des années qu'il y a quelqu'un qui a été élu alors que vraiment... Vous parlez de Patrick Balkany, mais justement, est-ce que les habitants et électeurs de Levallois-Perret qui élisent et réélisent presque sans discontinuer Patrick Balkany? Il y a beaucoup de clientélisme là-bas. Mais je voudrais revenir sur Richard Ferrand. Juste parce que je l'ai attaqué avec mon association. Président du groupe La République En Marche, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a démissionné effectivement de son poste de ministre pour devenir président du groupe à l'Assemblée nationale de 360 et quelques députés sans beaucoup d'expérience, que c'est lui qui va former donc ces députés. Je me pose des questions parce que qu'est-ce qu'il a fait en dehors de la plainte qu'on a déposée? Pendant qu'il a été député socialiste entre 2012 et 2017, à 4 reprises, il a démissionné de membre de la commission de la défense pour aller dans la salle des affaires sociales pendant 48 heures à chaque fois pour poser des amendements en faveur des mutuelles, notamment des mutuelles de Bretagne dont il a été président. Quand on nomme une telle personne qui quand même, alors il n'est pas condamné pour l'instant, on est bien d'accord, mais qu'au moins sur cet aspect-là, on a bien vu que son rôle n'était pas simplement le rôle de l'intérêt général. On nomme. Mais ça, c'est votre analyse malgré tout. Qu'est-ce qui vous dit? Non, c'est des faits, Jean-Marie. Attendez, tous les deux. Qu'est-ce qui vous dit que Monsieur Richard Ferrand, qui a travaillé effectivement aux Mutuelles de Bretagne, n'est pas bien placé pour savoir quels sont les problèmes en matière de santé? Un agriculteur est bien placé. Servier est vachement bien placé pour faire le programme. Oui, ça c'est votre analyse, mais un agriculteur est bien placé pour voter sur l'agriculture, c'est la même chose. Oui, mais Jean-Marie, il a choisi comme commission la défense nationale. Oui. Et à 4 reprises, pendant 48 heures, avec un autre député socialiste du Nord, ils ont permuté. Juste au moment où il y avait effectivement des projets de loi où ils étaient intéressés directement. Je dis, c'est pas le hasard, parce que effectivement, on peut éventuellement permuter. Je maintiens malgré tout, Jean-Luc Touly, même si vous trouvez ça étrange, que c'est la preuve que Monsieur Richard Ferrand était multitâche à l'Assemblée nationale. Allez, on va au standard au 0826 300 300. Il y a Marie-Francine qui nous appelle à côté de Bordeaux, qui veut s'exprimer sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Marie-Francine. Et bienvenue sur Sud Radio, Marie-Francine.
On n'entendra pas Marie-Francine qui est repartie à Bordeaux. On espère qu'elle va pouvoir revenir dans quelques instants. Nous avons quelqu'un en ligne pourtant, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Peut-être qu'elle a coupé son micro. Écoutez, nous ne l'entendons pas. Pour l'instant, nous ne l'entendons pas. Allez, c'est pas grave. Donc on se retourne vers Philippe Pasco qui n'arrête pas de trépigner et qui est toujours pas d'accord avec moi. Mais non, je peux pas être d'accord avec vous. Je maintiens malgré tout. Je vous aime bien, vous êtes sympathique. Mais on est tous là pour ça. Mais c'est pas ce que je vous demande. Je maintiens malgré tout que vous allez vous éluder quand même le gros problème qui est celui du casier judiciaire vierge. Vous dites que la loi ne le contient pas. Effectivement, elle ne va pas le contenir, c'est prévu. On pourra toujours se présenter aux élections avec un casier judiciaire. Mais chargé. Moi, je maintiens que ce qui importe le plus, c'est que les Français votent. Mais il confond tout, ce jeune homme. Non. On va lui donner des cours. Je rejoins totalement Jules. D'ailleurs, ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs. Et ça, c'est autre chose. Et si vous maintenez le casier judiciaire vierge, je vais jusqu'au bout. Allez-y. Mettez-le sur le bulletin de vote. Parce que vous voulez un bonnet d'âne aussi. Mais je veux pas un bonnet d'âne. Mais je veux pas un bonnet d'âne. Les mettre avec un carcan, mais la moindre des choses, plumes. Jean-Marie, quand on élit quelque chose, la moindre des choses, c'est d'être au courant de toutes les choses, de tout ce qui se passe. Quand vous vous élisez, vous devez être transparent. La transparence, c'est bien un des leitmotifs de nos politiques. Eh ben, soyez transparent sur le bulletin de vote et mettez combien de condamnations vous avez eues. Et à ce moment-là, les gens voteront en toute connaissance de cause. Donc vous partez du principe, Philippe Pasco, que notamment à Levallois-Perret, puisque c'est l'exemple que tout le monde adore citer. Mais il n'y a pas que Levallois, il y a Guérini, il y en a plein d'autres. À Levallois-Perret, les habitants, les électeurs ne sont pas du tout au courant de l'actualité. Par principe, Jean-Marie, par principe, écoutez-moi 2 secondes. Monsieur Balkany a eu quelques problèmes avec la justice. Écoutez-moi 2 secondes. Ouais. Un bon escroc, par définition, c'est quelqu'un de sympathique. Attention, quand même, est-ce que mais je fais attention. Ouais. Un bon escroc, par définition, c'est quelqu'un de très sympathique. Donc c'est quelqu'un qui vous serre la main, c'est quelqu'un qui fait du clientélisme, c'est quelqu'un qui sait embaucher un certain nombre de gens dans la commune, ou etc. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, quand on se présente, il n'y a aucun candidat valable qui se présente contre ces gens-là. Pourquoi ? Parce que quand ils sont en haut de l'échelle, les Balkany, les Guérini, et comme la politique est devenue un métier, aucun candidat valable ne se présente contre eux. Donc ils n'ont pas de candidat valable. Donc déjà, ils ont une clientèle, ils n'ont pas de candidat, et les gens qui sont n'a pas empêché Patrick Balkany de perdre une fois des élections. Mais oui, une fois. Oui, et les gens qui sont bien impliqués dans la politique se disent pourquoi tu veux que j'aille voter ? De toute manière, c'est sûr qu'il va être réélu. Donc ces gens, plus ils truandent, et je l'ai mis dans un article d'un journal, dans une hebdomadaire il y a quelques années, plus ils truandent, plus ils sont sûrs d'être réélus à vie. Oui, je suis toujours pas d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Ça descend, 46% d'accord. Je suis en train de perdre. Je rappelle quand même que le casier judiciaire vierge, c'est un critère d'inéligibilité, un critère d'éligibilité. Oui. Quand, par exemple, pour devenir sénateur, on vous demande bien d'avoir 24 ans et pas 18 ans. Et ben, c'est un critère. Pourquoi on refuse un critère pour être élu et non ce qu'ils ont fait une peine d'inéligibilité qui n'est jamais appliquée la plupart du temps quand c'est des grands élus. Parce que pour moi, le critère, ça reste le droit de vote. C'est le critère absolu en démocratie. Sophie, en tout cas, sur sudradio.fr, ça marche bien pour les invités qui sont crédités de 54% d'avis favorables. Et vous, vous plongez, Jean-Marie. Je suis désolé de vous le dire. Je plonge doucement, exactement, mais c'est l'été. 0826 300 300, figurez-vous qu'on a Marie-Francine qui est avec nous, qui a eu un petit souci de téléphone. On a trouvé Marie-Francine. Oui, c'est un problème de ligne. Comment ça va, Marie-Francine ? Bonjour Marie-Francine, bienvenue. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu un petit problème avec mon opérateur. C'est pas grave. Mais bon, ça allez, aidez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Marie-Francine, quand je dis que c'est une bonne nouvelle ? Oui, je suis d'accord avec vous, parce que moi, je pense que c'est normal qu'on ait fait cette loi sur la moralisation, parce que c'est quand même les politiques qui nous ont donné l'exemple, quand même. Nous, on nous demande d'être exemplaires, entre guillemets. Et là, moi, quand je suis embauchée, on me demande mon casier judiciaire vierge, quand on m'embauche quelque part. Donc, il est normal que les politiques soient comme nous, que là-dessus, ils soient quand même. Il a raison, Philippe Pasco. En fait, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Marie-Francine. Vous êtes d'accord avec mes invités, mais c'est pas grave. Moi, je suis d'accord. Oui, voilà. Moi, je suis d'accord avec vos invités. Alors, excusez-moi de. C'est pas grave. Mais je vous pardonne, Marie-Francine. Je vous pardonne. Voilà, ça fait un bon point pour eux. Et non, c'est vrai qu'il faut cette loi parce que moi, je pense qu'il faut pas une loi de vitesse. C'est tout le monde pareil ou pas du tout, quoi. Moi, quand je vois des histoires comme ça, des affaires qui concernent les politiques, je dis, mais attendez, c'est pas normal. Nous, on nous demande d'être transparents et eux le sont pas. Donc, et quand vous voyez des affaires, Marie-Francine, qui concernent les politiques, c'est quoi une affaire ? C'est normalement une accusation qui pèse sur quelqu'un qui est en général suivi quand la justice ou la police trouve des preuves ou des indices, qui est en général suivi par une action en justice. Le fait qu'il y ait des affaires prouve qu'un homme politique est à même enseigne qu'un citoyen lambda, dans la mesure où la loi est enfreinte, elle est suivie par une action en justice. C'est là que j'ai du mal à vous suivre, vous tous. Parce que vous n'avez pas lu mes livres.
Oui. Si. Pendant les élections, nous avons quand même été assez perturbés, on va dire, avec l'affaire Fillon, avec toutes ces affaires-là qui ont pourri quand même les élections présidentielles. Mais comme je vous le disais, Marie-Francine, avec cette loi, c'est plus possible l'affaire Pénélope, puisque vous pouvez plus embaucher votre femme, vous pouvez plus embaucher vos enfants. Mais c'est normal, juste ta maîtresse. C'est normal. Et vous voyez qu'elle est bien cette loi. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'on profite parce qu'on a des postes à responsabilité, qu'on profite du système. Moi, je pense que c'est pas normal. Personne ne pense que ce soit normal. Personne ne pense que c'est normal. Ni moi, d'ailleurs. Je dis juste que la loi qui vient de sortir, même si elle fait bondir comme ça, Philippe Pasco, qui est en studio, à peu près change de position toutes les 2 secondes, eh bien, moi, je trouve que cette loi est une bonne chose. Merci beaucoup, Marie-Francine, d'être intervenue sur Sud Radio. Et revenez quand vous voulez au 0826 300 300. Vous allez manger votre chapeau, vous, avant la fin de l'émission. Ouais, moi, je le sens jusqu'à 11h. On parle du chapeau de Philippe Pasco, presque aussi célèbre que la chemise de Philippe David. Allez, vous êtes dans Seul contre tous et aujourd'hui, je vous le dis, la loi de moralisation de la vie publique, malgré les 2 esprits chagrins que j'ai invités dans ce débat, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose et c'est déjà ça. On est avec Philippe Pasco, auteur de Délit d'élu, pilleur d'État et allez presque tous vous faire point de suspension. Il parle de la classe politique, bien sûr. On est avec Jean-Luc Touly, homme politique, écrivain, auteur des Recasés de la République et de L'argent noir des syndicats, l'un chez First, l'autre chez Fayard. Jean-Luc Touly, je me retourne vers vous. Écoutez, on est quand même d'accord qu'en démocratie, il est important que le dernier mot revienne au peuple et pas au juge. Et qu'à partir du moment où le peuple est prêt à voter pour quelqu'un qui a déjà été condamné, eh bien c'est au peuple de le décider. C'est pas grave. Oui et non. Mais en tout cas, si. Pour essayer d'aller un tout petit peu dans votre sens, allez-y. Je dis que comme on est parti de tellement bas, que ce qui est Vous êtes presque d'accord avec moi. Est une petite amélioration. Simplement, comme on est beaucoup dans la communication avec M. Macron, à la fois dans ses promesses et aujourd'hui en tant que chef de l'État, eh ben on est vraiment déçu de par rapport à tout ce qui s'est passé dans le cadre des campagnes, d'accoucher de quelque chose qui est très modeste. Par exemple, j'ai parlé de l'IRFM. Bon, elle n'a pas été interdite. C'est le bureau de l'Assemblée qui indemnité représentative de frais de mandat, c'est 5 700 € par député, 6 200 par sénateur. Pourquoi, en fin de compte, c'est entre soi qu'on va juger si la note de frais de tel député dépasse ou pas? Pourquoi on n'aimerait pas une commission vraiment indépendante, une commission d'éthique, il en existe dans les conseils régionaux, pour justement vérifier ce genre de choses? Ce n'est pas à eux-mêmes de s'auto-contrôler, vous voyez? Oui, mais ça part d'un principe quand même, Jean-Luc Touly, qui est quand même très important en démocratie, qui est celui de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est important que ceux qui font la loi soient complètement, c'est-à-dire les députés, soient complètement indépendants de ceux qui exercent le pouvoir, c'est-à-dire les ministres et le président, ou de ceux qui rendent la justice, c'est-à-dire les juges. Alors j'ai une réponse à ça. Par exemple, les collaborateurs parlementaires. Comment se fait-il que ceux qui votent les lois, donc les députés, n'ont jamais, jusqu'à maintenant, proposé que le Code du travail s'applique à leurs propres collaborateurs en termes de conventions collectives, d'horaires, de rémunération. Et ça, c'est un combat social, c'est encore autre chose, si je peux me permettre. On est tout à fait d'accord avec vous. Si vous êtes en train de m'amener sur ce terrain, Jean-Luc Touly, en disant qu'il faut améliorer la condition sociale des assistants parlementaires, et Dieu sait si elle est précaire, puisque tous les 5 ans, vous risquez de passer à la trappe, bien là, je suis d'accord avec vous. C'est pas tous les 5 ans, Jean-Marie. C'est si jamais vous déplaisez à votre député, du jour au lendemain, vous êtes viré. Oui, mais ça, c'est possible aussi chez les journalistes, si je peux me permettre, mon cher Philippe Pasco. Sauf que là, les élus nous demandent à nous, salariés, de respecter un code du travail que eux n'appliquent pas eux-mêmes. Voilà. Oui, on en parle sur un débat social. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous pour vous suivre là-dessus. C'est peut-être important, sans doute très important, d'améliorer la condition sociale des employés et des assistants parlementaires. Mais malgré tout, vous cherchez beaucoup de petites bêtes. Ah bah c'est sûr. C'est clair. Comme on cherche des petites bêtes aujourd'hui au type qui est au RSA et qui répond pas à un seul des mails qu'on lui envoie, machin, et à qui on supprime le RSA. Eux, on leur cherche pas des petites bêtes, c'est évident. Comme aujourd'hui, tous les gens qui sont licenciés, on va plafonner l'indemnité de licenciement au prud'homme, même en cas de licenciement abusif. Mais ça, c'est pas chercher des petites bêtes. On ferait vrai que nous, on cherche juste des petites bêtes à des gens qui sont censés nous représenter et qui sont censés être exemplaires. Et comme par hasard, on n'a pas le droit de regarder chez eux. Quand on parlait de l'entre-soi, et je rejoins Jean-Luc, l'IRFM, ça a quand même servi à quelques députés à se payer des vacances au Sénégal. Il y a eu quelques problèmes, effectivement. Comment il y a eu quelques problèmes? Moi, j'ai plus de 300 députés, 300 parlementaires. Je rappelle quand même que 300 parlementaires, c'est plus de 30%
de l'ensemble des députés et des sénateurs, puis aujourd'hui puisqu'ils ont changé, qui ont eu soit des problèmes avec le fisc, soit des problèmes avec la justice. C'est des gens qui sont censés être honnêtes. Et on n'a pas le droit d'aller regarder ce qu'ils font. Mais vous rigolez ou quoi, Jean-Marie ? Et c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Mais la séparation des pouvoirs, à partir du moment où il y a les règles sont claires, j'ai aucun problème, mais les règles ne sont même pas claires. Jean-Luc le soulignait, on est dans l'entre-soi. C'est facile de dire maintenant on va vérifier les notes de frais, mais surtout c'est mon pote qui va vérifier, qui va pas regarder exactement. Mais qu'est-ce qui vous dit que le pote ou le député ou l'autre député qui va regarder vos notes de frais sera forcément pourri ? Mais c'est pas ce qu'on me dit. C'est ce qui se fait, puisque ça se faisait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais là, vous êtes dans le tous pourri, Philippe. Mais non, ça c'est les journalistes. Non, ni Jean-Luc, ni moi-même, ni tous les gens qui sont, nous sommes dans le tous pourri. C'est ce que vous venez de dire. Jamais. C'est ce que vous venez de dire. Vous m'avez entendu le dire ? Non, vous êtes en train de me dire que c'est le pote. Non, mais vous êtes en train de me dire que le pote député qui va vérifier la note de frais est forcément pourri. Ne tombez pas dans la démagogie de la plupart des journalistes. Moi, je n'ai jamais dit tous pourris. Au contraire, je dis qu'il y a plein d'élus qui sont des types hyper honnêtes. Il y a plus de 694 000 élus en France. Ils sont pas tous pourris. C'est ceux qui sont en haut de la pyramide et ceux qui sont les dominants. On continue d'en parler encore un petit quart d'heure jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio, cette loi de moralisation de la vie publique. C'est déjà ça, c'est ce que vous nous dites, Jean-Marie Bordry, visiblement. Combien il est tombé ? Alors attendez, vous voulez vraiment savoir à combien il est tombé ? Il est tombé très bas. Surtout avec votre voix suave et charmante. Ah, ça c'est gentil, merci Philippe. Eh bien, il est tombé à 43%. Ah, voilà. Voilà, donc c'est encore un quart d'heure et on est à 10. Et c'est le grand bleu. Exactement. Allez, vous restez avec nous. Du pétrole sur Sud Radio. Sudradio.fr pour vous exprimer et apporter votre voix à la consultation mise en ligne sur cette loi de moralisation. Êtes-vous d'accord ou pas avec Jean-Marie Bordry ou avec nos invités, ou alors 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Jean-Marie Bordry. Jean-Marie Bordry qui descend lentement mais sûrement sur la consultation qui est mise en ligne sur sudradio.fr pour la loi de moralisation de la vie publique. C'est déjà ça, c'est sa prise de position ce lundi. 44% d'accord et 56% pas d'accord avec vous. Vous êtes condamné à en prendre plein la figure quand vous prenez la défense du personnel politique. C'est une cause noble. Écoutez. Voilà, vos invités ont presque gagné. Finalement, vous êtes vraiment presque seul contre tous. Et au téléphone 0826 300 300, nous avons un auditeur. Bonjour. C'est Jacques, qui habite à côté de Toulouse. Ou à Toulouse. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis pas d'accord avec vous. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Ne vous étonnerez pas. Mais non, vous êtes là pour ça. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, Jacques, quand je dis que la loi de moralisation de la vie publique, c'est déjà une bonne chose. Alors, je trouve que c'est pas mal, mais ça ne va pas assez. Ouais. À mon avis, c'est du saupoudrage. Ouais. Déjà, je voudrais une question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un député, pour être député, pour se présenter, il faut qu'il fasse son service militaire. Alors qu'un président de la République, on ne l'oblige pas. Et ça, c'est encore autre chose, si je peux me permettre. Alors, non. Mais attends. Pour moi, c'est un problème déjà. C'est quand un député aussi, il embauche une personne. Ouais. Enfin, on lui donne une réserve d'argent. Et là, par contre, il n'est pas obligé d'embaucher cet argent. Oui, alors là, vous partez dans des détails importants. Et alors, c'est un petit peu confus. J'ai du mal à vous suivre, Jacques, sur quelques principes. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir sur une chose ? Est-ce que vous, par exemple, vous trouvez que ce qui manque le plus dans cette loi, c'est le casier judiciaire vierge obligatoire pour un candidat et pour un élu ? C'est ça qui vous manque le plus ou c'est quoi d'autre, vous ? Moi, je trouve que c'est le b.a.-ba. Parce que des fois, quand vous allez voir une entreprise, on vous demande le casier judiciaire, et si vous en avez un, on ne vous embauche pas. Quand vous demandez en tant que journaliste votre carte de presse, vous devez fournir votre extrait de casier judiciaire aussi, ça je peux vous le confirmer également, Jacques. Après, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une bonne chose que la loi empêche un député ou un sénateur d'embaucher sa femme ou alors sa fille ou son fils ? Ça oui, c'est une bonne chose, mais c'est du saupoudrage. Comme on l'a dit, effectivement, ils vont s'arranger entre eux. Vous parlez comme s'ils étaient tous malveillants. Écoutez, Jacques, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Non, là je veux dire une chose. Vous dites qu'ils vont s'arranger entre eux. Les plus honnêtes, ils ne restent pas longtemps dans la politique. Oui, mais c'est parce que le personnel politique regorge d'élus qui étaient honnêtes, pleins de probité, qui étaient passionnés et qui disaient la vérité, qui se sont fait battre par leurs propres électeurs à des élections. C'est pas toujours la faute des autres politiques. Non,
c'est que les gens en avaient marre. Il y aurait eu, comme on en a parlé, il y aurait des chèvres en face, c'est pareil. On ne les connaît pas. Personne ne les connaissait. C'est pas des chèvres, c'est des moutons. Non, vous êtes tous très ingrats. Ils voulaient changer. Attendez, je suis désolé. Mais vous ne vouliez pas changer. Comment ça se passe à l'Assemblée? Oui. Je suis désolé. Moi, écoutez bien. Je n'ai jamais, j'ai toujours voté. Toujours. J'ai 62 ans, je suis retraité de banque, et moi, à ma banque, ils vous demandent le casier judiciaire. Et ils font des enquêtes sur vous. On est bien d'accord. Et si vous avez un casier judiciaire, vous ne rentrez pas. Donc ça pour vous c'est le gros point noir de la loi de moralisation qui contient pas cette mesure. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu, Jacques. Et puis je vous dis à une prochaine fois avec plaisir sur Sud Radio et dans Seul contre tous. Aujourd'hui, je dis que la loi de moralisation de la vie publique c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose de faite, une bonne promesse tenue parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Alors évidemment mes deux invités, Philippe Pascot qui est intenable et qui parle tout le temps, et Philippe Pascot et Jean-Luc Touly ne sont pas d'accord avec moi. Philippe Pascot, attendez 2 secondes, on revient vers Jean-Luc Touly. On n'en sortira jamais, Jean-Luc Touly, de ce casier judiciaire. Ça va devenir le symbole de ce qui manquait dans cette loi. Je pense que à partir des problèmes qu'on a vécu en début d'année, donc devant la méfiance énorme de la population, la moindre des choses, c'était de prendre cette mesure. Et puis je voudrais vous rappeler que quand même dans certains nombres de pays d'Europe du Nord, on les trouve peut-être extrémistes dans ce procédé en disant vous dépassez de 10 € une note de frais auquel vous pouvez pas, que c'est être remboursé, vous perdez votre mandat. Nous, il faut rajouter des zéros pour qu'on commence à s'y intéresser. Donc, il est normal que quand Philippe et moi, on fait 56% contre vous, et on vient de l'Essonne. Ça fait il y a un quart d'heure, ça se trouve, c'est encore monté, vous savez. Voilà, on va réfléchir tous les deux peut-être à se présenter, puisqu'on est vraiment représentatif. Vous avez déjà été, d'ailleurs, l'un et l'autre engagés dans de la politique. Oui, d'autant plus, Jean-Luc. Mais on ne l'est plus. Jean-Luc, on n'a pas signalé que la loi sur le casier judiciaire elle a été votée en organique et ordinaire le 1er février 2017 à l'ensemble des partis politiques et que le Conseil constitutionnel avait été consulté. Il suffisait simplement de laisser la navette faire à cette loi et le Conseil constitutionnel aurait donné une réponse. Dans la loi qu'ils viennent de voter sur l'inéligibilité et non sur l'éligibilité, en plus, dans la loi qu'on avait fait, il y avait les fraudes fiscales, il y avait les fraudes électorales, il y avait les délits sur la probité et il y avait les délits sexuels. Ils ont évacué quelques cas, effectivement, qui sont assez importants. Qui sont graves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élu, et je pèse mes mots, qui aura été condamné pour viol, mais qui n'aura pas de peine d'inéligibilité, peut encore se présenter. C'est inadmissible. Ces gens-là, même aussi, on en connaît tous les deux. Ces gens-là nous ont menti. C'était un des fers de lance de la loi Macron. Aujourd'hui, des gens qui sont pourris vont pouvoir continuer à diriger notre argent, faire des mariages et diriger des colonies de vacances. Philippe Pascot, qu'est-ce que vous gardez dans la loi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous gardez dans la loi ? Pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous gardez ? Oui, qu'est-ce que vous gardez ? Je regarde l'IRFM, il y a une petite progression. Alors, quand on sait que ça va être comme la réserve parlementaire... Ça sont les frais de mandat, c'est l'indemnité. Mais je suis d'accord avec Jean-Luc, qu'à partir du moment où c'est de l'entre-soi, moi, je mais ce sera toujours de l'entre-soi, Mais pourquoi ça serait de l'entre-soi, ce que l'on ne tolère pas pour les autres, pourquoi ils le tolèrent pour eux ? Parce que c'est le principe, on l'a déjà dit, on va pas revenir dessus, mais de la séparation des pouvoirs. La séparation du pouvoir n'est intéressante que quand les règles sont claires. Là, les règles sont floues. Là, les règles sont n'importe quoi. C'est comme pour la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, ce qu'ils l'ont supprimée, ça va être en 2024. Et elle sera supprimée. Alors la réserve parlementaire, on va repréciser parce ce que c'était. Je vous rappelle quand même que la loi sur le casier, elle avait été votée et qu'ils l'ont supprimée. Donc là, on fait un effet d'annonce. Et puis moi, je voudrais bien que ça soit tout de suite, pas en 2024. Parce qu'en 2024, ils ont le temps de la changer, la loi. Ils ont le temps de faire des amendements. Et vous, citoyens, vous avez le temps aussi de voter en 2022. Quand on sait les choses, et voter aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Je rappelle que quand même, il y a des députés. Alors là, je peux pas vous laisser dire. Voter ne veut plus rien dire. Mais non, ça ne veut plus rien dire. Vous votez pourquoi ? La dictature, vous votez pour la droite, vous votez pour la gauche. Je suis simplement pour des élus qui soient respectables. Et à partir où on aura des élus respectables, les gens retourneront voter. Aujourd'hui, on ne sait même plus pour qui voter. On a 80% de gens qui n'ont pas été votés sur ces... Moi, j'ai commencé à répertorier les députés qui ont été votés, qui ont été élus aujourd'hui. Il y en a qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 là, vous électeurs êtes chez les Français de l'étranger où ça vote le moins. Oui, mais je suis désolé. Je suis désolé, c'est aussi des votes. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est uniquement une question de probité ? Si on avait des élus irréprochables, les gens retourneraient au vote. Plus on aura d'élus irrespectables, moins les gens iront voter. Et plus ça sera facile pour les élus pourris à être élus.
Oui, je suis toujours pas d'accord avec vous, Philippe Pasco. Et n'empêche que je trouve que c'est très révélateur quand vous me dites aujourd'hui que voter ne sert plus à rien. Trouvez-moi mieux que la démocratie. Comme on dit, la démocratie, le pire des régimes, excepté tous les autres. Est-ce que j'ai dit que la démocratie, c'est marrant comment les journalistes interprètent. J'ai dit qu'aujourd'hui, voter ne sert à rien. Et je rajoute parce que on ne sait plus pour qui et pourquoi voter. Vous savez plus pour qui et pourquoi voter. Vous savez pour qui vous n'avez pas voté. On a voté pour un produit marketing. Oh, mais ça c'est un jugement de valeur. Sud Radio au téléphone 0826 300 300, vous nous appelez. Et Patrick qui est dans le Lot qui veut réagir à l'émission Seul contre tous sur la loi de moralisation de la vie publique. Vous nous dites, Jean-Marie, c'est déjà ça. On vous écoute, Patrick. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, Patrick. Oui, bonjour à tout le monde. Ouais, voilà, moi je voulais intervenir parce que ça fait un moment que je vous entends concernant ce casier judiciaire vierge. Alors je suis un commerçant avec une obligation, donc obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, donc bien sûr une loi qui a été votée par nos élus. Et de l'autre côté, là où nos élus ne peuvent pas s'appliquer ce qu'ils appliquent aux autres. Ça me dérange beaucoup. Et puis surtout, alors je voulais vous poser la question parce que j'ai pris des renseignements sur Internet. Une élue, alors j'ai envie de dire paraît-il parce que j'ai pas confirmation, parce que c'est que le net et souvent on a des mauvaises informations. Une élue du Sud irait ou a décidé de nos lois avec un bracelet électronique. Oui, c'est vrai. Alors quelle est cette histoire? Je vous l'avoue, je l'ai pas vu passer. C'est Madame Andrieux, c'est nous qui l'avons sorti. Sylvie Andrieux. Sylvie Andrieux. Mais c'est fini, hein. C'est terminé. Alors Sylvie Andrieux était une députée des Bouches-du-Rhône, députée socialiste qui avait effectivement été condamnée. Une dérogation. J'entends, monsieur, mais dans le cas de figure où la loi aurait pu s'appliquer, elle n'aurait plus décidé de loi, elle aurait été éjectée de tous ses mandats, me semble-t-il. Tout à fait. Et quelque part, vous, alors je sais plus à qui je parle là, mais vous qui dites que bon, la loi du casier judiciaire, c'est pas si important que ça, je suis très étonné, quoi. Mais oui, vous êtes étonné, oui. Pour vous, c'était très important. J'ai bien compris que c'était le point qui manquait le plus à beaucoup de personnes dans cette loi. Mais je maintiens une chose qui est quand même très importante. Je suis désolé de vous la rappeler, je sais que c'est agaçant. Et tout ce que vous voulez, mais Sylvie Andrieux, à qui vous faisiez allusion, avait certes été condamnée, elle avait certes aussi été élue par ses électeurs. Et vous pouvez pas comme ça, tous autant que vous êtes, mais j'accepte que vous le disiez, mais je vous explique pourquoi je suis pas d'accord, vous pouvez pas tous autant que vous êtes, comme ça, insulter les gens qui sont allés voter pour elle en connaissance de cause. On les insulte pas, Jean-Marie. Si. On dit que les dés sont pipés. Mais pourquoi ils seraient pipés? Parce que, encore une fois, je le répète, écoutez bien, et je vais parler calmement, quand vous ne savez plus pour qui voter, vous vous abstenez, puisqu'en plus, le bulletin blanc n'est pas comptabilisé dans les exprimés. Vous êtes en train d'insulter les 20% de gens qui ont voté pour eux. Je n'insulte rien. Mais si. Mais non, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas dit ça. Ils se sont fait avoir. Jean-Marie, vous êtes non seulement de mauvaise foi, mais là, je vais dire autre chose là. Allez-y. Donc arrêtez de dire ce genre de choses. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Le bulletin de vote, est-ce qu'il est reconnu comme exprimé? Le bulletin de vote, le blanc. Le blanc n'est pas reconnu comme exprimé. Merci Jean-Marie. Donc ça veut dire que les gens qui voudraient ne pas voter pour le A ou le B ne peuvent pas le faire. Non, mais si vous vous abstenez, donc, on a compris le message aussi. Non, quand vous abstenez en deux votes, on peut pas. Le bulletin blanc jaune, il n'est pas reconnu. Et ça, c'est un problème démocratique. Et je signale que aujourd'hui, les députés En Marche Arrière, merci Yannick de l'avoir signé, je vais reprendre la formule, ont refusé de mettre le bulletin blanc pour les présidentielles. Des députés qui, soi-disant, sont progressistes. J'ai jamais été vraiment partisan de Vous êtes désespérant, jeune homme. Mais oui, je suis là pour ça, c'est mon rôle. Mais j'ai jamais été partisan de cette reconnaissance du vote blanc. Jean-Luc Touly qui est avec nous. Est-ce que vous pensez aussi que le vote blanc, c'est quelque chose qui manque dans cette loi, la reconnaissance du vote blanc? Absolument. D'ailleurs, moi-même, sur un certain nombre de scrutins récents, j'ai utilisé le vote blanc, mais effectivement, comme je n'ai pas reconnu, voilà. Mais si vous vous étiez abstenu, ça aurait eu le même résultat. Vous savez très bien comment se passent toutes les soirées électorales. Pas du tout. Vous regardez votre télé, vous allumez votre radio, ce qu'on vous encourage à faire, notamment pour écouter Sud Radio, un soir d'élection. Le premier chiffre qui tombe, et c'est celui qui fait le plus parler, en général, ce sont les chiffres de l'abstention. C'est quand même la preuve que ça a un certain poids. Ça sert à rien, c'est pas dans les exprimés. Donc on vous en parle, c'est de la poudre au vent, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pour reprendre une expression d'un président. Qu'est-ce que vous préconisez sur le vote blanc qui se rentre dans les exprimés? Déjà, si le vote blanc rentre dans les exprimés, je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui vont retourner voter. Parce qu'ils sauront que leur vote voudra dire quelque chose. Mais ça va changer, monsieur, qu'à partir du moment où on reconnaît, je dis monsieur, vous voyez comme quoi il m'agace. Quand on reconnaît le vote blanc, ça veut dire qu'on est obligé de donner un seuil au vote blanc. D'accord? S'il y a un seuil de vote blanc dépassé, les candidats en présence rentrent chez eux. Ça se fait dans d'autres pays. Ce que vous proposez, c'est que par exemple, à partir de, 20, 30
30 ou 40% de vote blanc sur une élection. Le pourri et le ripou rentrent chez eux. Parce qu'aujourd'hui, on a le des pourris et le ripou. Tiens, c'est bizarre. Explique. Alors, il y a 10 minutes, Philippe Pasco me disait qu'il n'était pas dans le tous pourri. Et là, il dit si jamais il y a trop de vote blanc, le pourri et le ripou entreront chez eux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres candidats. Oui. Ne me faites pas dire ce que je veux dire, je n'ai jamais dit. Et aussi bien moi que Jean-Luc, tous les élus ne sont pas pourris. Par contre, quand on remonte au haut de la pyramide, on en rencontre de plus en plus. Alors Jean-Luc Touly, écoutez, je vous remercie aussi d'être intervenu sur Sud Radio et dans Seul contre tous. Je rappelle que vous êtes homme politique, que vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Les Recasés de la République, ça c'est chez First, ou L'argent noir des syndicats chez Fayard. On était également avec Philippe Pasco, auteur de Délit d'élu, de Pilleurs d'État chez Max Milo, de Aller presque tous vous faire point de suspension. 5 points de suspension. 5 points de suspension à l'adresse du personnel politique. Merci à tous les deux d'être intervenus dans Seul contre tous. Je crois que vous avez remporté le sondage sur sudradio.fr. Oui, vous l'avez remporté à 57%. Voilà. Un quart d'heure de plus, on passait à 10% pour Jean-Marie. C'est dommage, on n'a pas comptabilisé les votes blancs. Écoutez. Et les gens qui ne sont pas d'accord, mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Exactement. Écoutez, merci à tous les deux d'être intervenus dans Seul contre tous. Dans quelques instants, ce sera le grand référendum. On va parler du réchauffement climatique et du mois de juillet qui a été bien humide.